Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com. Je vais t'expliquer pourquoi tu perds ton temps avec ton appareil photo. Allez, c'est parti. Bon, quand j'attaque comme ça, en général, il y en a qui commencent tout de suite à commenter sans savoir ce que je vais dire, en faisant de la spéculation sur ce que je vais raconter. Donc non, écoute la vidéo, si tu as envie de commenter, t'es bienvenu, mais écoute d'abord, parce que je vais t'expliquer un petit peu pourquoi les avancées technologiques de nos appareils photo font que on perd énormément de temps au lieu de se concentrer sur le plus important, la photo. Alors voilà, je vais te raconter point par point ce que je vais t'expliquer et voilà, tu pourras donner ton avis. Donc voilà, on continue. Alors sur cette vidéo, il y a quelques points, je vais faire un petit peu de comparaison avec comment on faisait les photos avant et comment on les fait maintenant pour voir un petit peu comment les appareils photo actuels nous font perdre de précieuses secondes, millisecondes du temps en fait, du temps. Voilà. Alors le point, l'exposition. L'exposition, faut pas oublier qu'avant, tu avais ta cellule, tu faisais ta mesure, et c'était bon, quoi. C'était toute la série de photos que tu allais faire sans qu'il y ait un changement de situation de lumière. Tu t'embêtais pas à refaire une mesure. C'est bon, tu faisais tes photos de toute la série. Et maintenant, tu te rends compte qu'avec les appareils photo actuels qui en temps réel te donnent la mesure, beaucoup de gens sont complètement obsédés par le petit bâton qui se déplace dans le viseur. C'est un peu plus à droite, beaucoup plus à droite, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Et sur une même série où il n'y a absolument aucun changement de lumière, ils perdent un temps énorme à revérifier l'exposition tout le temps, sans arrêt en train de revérifier que tout va bien, tu vois. Et ils perdent des photos, ils loupent des photos parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment eu un changement de lumière et quelquefois il est tellement minime que ça va à peine se voir sur la photo ou même souvent pas se voir en fait. Et ils vont sûrement louper des photos parce que ce qui était prévu de faire c'est faire et tu as loupé la photo. Voilà. Donc moi ce que je pense c'est que quand tu as une série fixe, par exemple là tu es en train de me faire un portrait, tu as pris la mesure de lumière. Alors, au fait, pour exposer en manuel, je te laisse un lien ici, j'avais expliqué. Donc, tu peux exposer en manuel si tu veux, tu touches plus. Ou alors, si vraiment, donc tu touches plus toute la série, tu fais la photo, il n'y aura pas de changement d'éclairage pratiquement. Donc, le seul truc, il faut vraiment faire attention au numérique, c'est de ne pas crever, percer les hautes lumières. Donc, du moment où tu vois pas le petit bâton qui se barre complètement à droite, bon, ben, tu t'inquiètes pas, ça sera récupérable, tu vois. Il sert part complètement à gauche, évidemment aussi, mais la situation, elle va pas changer. Tu referas une nouvelle mesure de lumière quand tu changeras de situation. Mais sur une série stable, il n'y a pas de raison de changer. Et si vraiment tu as peur de te gourer, de ceci, de cela, et tu es vraiment tellement peu sûr de toi au niveau de l'exposition, ben rien ne t'empêche de mettre semi-automatique, c'est-à-dire priorité vitesse ou priorité diaphragme, et puis l'appareil photo fera son calcul. Et sinon, tu peux aussi être en manuel et mettre, si tu veux profiter des avancées de ton appareil photo, mettre le bracketing en indiquant qu'il après la première photo, qu'il en fasse une surexposée d'un diaphragme ou un tiers ou deux tiers et une autre sous-exposée d'un tiers ou deux tiers, tu vois, ou d'un diaphragme entier. Et donc, tu auras 3 photos pour chaque photo. Mais enfin bon, tu te concentreras sur la photo. Je vois des gens qui oublient de regarder la photo. Ils sont en train de regarder un petit bâton. Enfin, ils sont en train de louper leur photo parce qu'ils sont obsédés par l'exposition. Alors, relaxe-toi. Les changements de lumière ne sont jamais aussi radicaux que ça sur une série courte. Je ne parle pas sur une journée où tu changes d'endroit, mais par exemple, moi je vois quand je suis en train de faire un mariage, quand je suis dans l'église, la lumière à l'hôtel, elle ne change pas pendant toute la cérémonie. Je ne vais pas m'inquiéter. Voilà. Alors, autre chose, c'est que je vise un autre bout de l'église, mais si je vise les mariés qui sont devant l'hôtel, là, il n'y a aucun changement. Je ne vais pas m'inquiéter, tu vois. Sauf si un mec avec sa vidéo, avec sa torche. Ok, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Mais donc, voilà, tu n'es pas obligé de t'embêter à refaire ton exposition à chaque fois. Voilà. Deuxième point, le zoom. Alors le zoom, on ne cadre pas avec un zoom. C'est-à-dire que beaucoup de gens perdent un temps dingue parce qu'ils sont là en train d'ajuster le cadrage avec le zoom un petit peu plus serré, un petit peu plus ouvert. C'est beaucoup plus rapide de t'avancer un peu, reculer un peu, voilà, faire un pas en arrière ou un demi-pas, mais simplement le balancement de ton corps pour refermer ou ouvrir le cadrage, c'est beaucoup plus rapide qu'être en train de toucher le zoom. Beaucoup plus rapide. Parce que là, je fais là, je dis c'est bon.
Quand avec le zoom, là, il dit, ah non, non, un petit peu moins, un petit peu plus, oh mince, je suis passé, oh, un. Puis si c'est un zoom électrique, je te raconte pas le bazar, hein, ça c'est encore de la folie, tu vois. Donc, non, les zooms ont été inventés pour les fainéants. Mais pas pour les fainéants qui veulent pas se bouger le derrière, pour les fainéants qui veulent pas changer d'objectif. Donc, si tu as un zoom, tu dois l'utiliser comme plusieurs focales fixes. C'est-à-dire, si tu as un zoom comment ça s'appelle, de plage moyenne, eh bien, tu vas l'utiliser comme trois focales fixes. Les deux extrêmes et puis un au centre. Voilà, mi-chemin, tu vois. Si c'est vraiment un truc tout-terrain, un truc que j'aime pas trop, bah, tu peux peut-être faire comme si c'était 5 focales fixes, tu vois. Mais surtout, quand tu es aux alentours de 50, tu bouges pas, tu restes sur 50. Si tu es sur 35, tu es sur 35. Et si tu es sur 80, tu es sur 80. Mais tu n'es pas tout le temps en train de toucher ton zoom. Voilà, que tu perds énormément de temps. Énormément de temps. Alors évidemment, ça c'est quand tu peux bouger ton corps. Parce que c'est vrai, faut pas oublier qu'il y a des situations où tu peux pas. Bah, justement, certaines cérémonies, peut-être tu peux pas te bouger comme tu veux, bah, tu n'as pas le choix de toucher le zoom. Et si tu fais de l'animalier, bah, si tu bouges, l'animal il va peut-être se barrer. Donc là, tu es obligé de toucher le zoom, évidemment. Mais je parle quand même des cas les plus généraux et pas les trucs spécifiques. Voilà. Troisième point qui fait qu'on perd énormément de temps, moi c'est pas mon cas parce que je m'embête pas avec ça, ce sont les points d'autofocus. Moi, tu regardes mon appareil photo, peu importe lequel je prenne, j'ai un point d'autofocus. Il y a des mecs, c'est pas un point d'autofocus qu'ils ont, c'est un arbre de Noël qu'ils ont dans le viseur. Alors ils t'expliquent, non, mais il n'y a pas de problème, avec le joystick là ou la petite roulette, tu déplaces le point au bon endroit, tout ça, tu le choisis. Attends, mais mon gars, ça fait longtemps que la photo, elle est partie là. Alors, sauf si c'est vraiment à faire un produit, puis le produit ne va pas bouger, hein, ou un monument, mais si c'est des gens ou une course de voiture, ça fait un moment qu'elle s'est barrée ton sujet, tu vois. Donc, faut se calmer là, faut arrêter d'allumer l'arbre de Noël. Dans certaines situations, c'est utile, mais pour 99% des gens, ou 90% des gens, ça ne sert à rien ce truc. Donc, il vaut mieux viser là sur ton sujet et recadrer si tu veux pas le laisser au centre avec un seul point d'autofocus qu'être en train de choisir à quel point. Alors, qu'est-ce que tu pourrais utiliser de ton super appareil photo qui pourrait t'aider là-dessus? Bon, ben, la détection de visage ou détection d'œil, c'est vrai que ça peut aider, ça peut être peut-être plus rapide dans certaines situations, mais pas toujours, ok. Donc si tu veux pas faire du recadrage, ben, tu peux activer un truc comme ça, voilà. Et il y a un autre truc, une technique qu'on a toujours fait toute la vie, hein, c'est la pré-mise au point. Imagine une course de voiture, eh bien, tu n'as pas besoin que la voiture soit devant toi pour faire la mise au point. Les voitures, elles passent, la première, la deuxième, elles passent toutes au même endroit sur le circuit ou dans la rue, toutes. Tu vises sur le milieu de la route ou sur la ligne blanche où passent les bagnoles, tu fais ta mise au point, et là, tu bloques la mise au point. Alors même si tu es en train de faire un panning, c'est-à-dire que tu passes comme ça pour que les voitures elles soient nettes et le fond soit bougé, tu as ta mise au point là où tu déclencheras. Donc tu suis les bagnoles et tu déclenches là où c'était prévu. Mais ta mise au point elle est faite. Donc tu perds vachement moins de photos parce que je vois des mecs en train d'essayer de faire du panning, la bagnole elle apparaît. Alors, si c'est un bon appareil, bah, va la suivre, hein, mais tout le monde n'a pas les appareils comme ça. Alors, tu commences à avoir un sapin de Noël qui s'allume, puis finalement, bah, ils ont super bien fait la photo de l'estrade qui est en face, mais pas de la bagnole, tu vois. Donc, voilà, ça, fais gaffe. Tu perds énormément de temps avec le truc de mise au point multiple, donc il vaut mieux recadrer. Mais attention cependant, dans le cas de photos qui sont très proches, comme du macro ou vraiment du premier plan, je ne sais pas si tu te rappelles le carré de l'hypoténuse de mathématiques à l'école avec la diagonale, le machin et tout. Ben évidemment, si moi je vise, là imagine que je vise ce point qui est là et je recadre, et bien si je suis vraiment prêt, la distance entre le centre et mon capteur est plus courte que la distance entre ce que je vais mettre ensuite au centre après avoir recadré, ce qui fait que cette partie ben, ça sera flou, tu vois, mais c'est un truc, c'est pas un cas principal quoi, c'est vraiment encore une exception. Donc sauf si tu es vraiment proche, vaut mieux déplacer le point. Si t'es pas collé au sujet, ben, t'as pas de problème, hein. Même un portrait, même à 1 mètre, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc voilà, alors prends ça en compte que faut pas tout le temps en train d'utiliser un arbre de Noël dans ton viseur, voilà. Alors le point 4, parlons de viseur. Eh bien le viseur, beaucoup de gens utilisent le viseur comme si c'était, je sais pas, une photo terminée où fallait vraiment voir, comme si je regardais par la fenêtre, tout ça. Non, un viseur,
c'est un outil pour vérifier, un outil de vérification. D'abord, il va vérifier, ça peut t'informer d'informations de vérification avec des infos du style combien il te reste de photos, comment va la batterie, si tu es en tel mode d'autofocus, tel mode de ceci, combien tu as d'ISO, ça, et aussi l'exposition qui t'a indiqué d'une manière ou d'une autre, tu penses que tu utilises, ou un histogramme en temps réel, là, enfin, des informations. Mais au niveau de la photo elle-même, c'est pas le viseur qui va te composer la photo, qui va choisir le sujet, le moment et tout ça. Le viseur, il va rien faire de tout ça. C'est pour vérifier. Donc, quand je vois des gens qui cherchent la photo dans le viseur, bah, ils vont jamais la trouver. En fait, les viseurs où il y a déjà une photo dedans, c'est les petits caméras, les appareils photo en jouet que tu as dans les musées, hein, où tu as des petites photos qui sont déjà toutes prêtes. Hein, mais sinon, la photo n'est pas dans ton viseur. Donc, tu dois déjà voir la photo, prévoir ta photo. Et simplement, tu vas vérifier dans ton viseur que le cadrage est bon. La composition, tu l'as déjà vu. Avant de monter l'appareil photo à ton œil, tu l'as déjà vu. Donc, c'est vérifier que tu coupes bien où il faut. Le viseur, c'est pour savoir où commence, où se termine ta photo. Tu vois, et ça, c'est important. Mais le reste qu'il y a dans l'intérieur, c'est un truc que tu dois voir avant. D'ailleurs, en presse ou en reportage de mariage, truc comme ça, si tu cherches la photo dans le viseur, tu loupes toutes tes photos. En fait, tu es là et tu es prêt à monter l'appareil photo sur ton œil, mais tu as déjà fait une estimation de où ça va à peu près tomber. Et là, tu vas réajuster le cadrage quand tu vas mettre l'appareil photo sur le viseur, ton œil dans le viseur. Voilà. Donc, déjà, tu as calculé que la personne qui danse, si jamais elle ouvre les bras, ben, tout d'un coup, les bras sont coupés. Donc, tu t'es déjà mis au bon endroit. Ou tu utilises déjà la bonne focale. Tu vois. Mais simplement, c'est un outil de vérification. Et beaucoup de gens perdent énormément de photos parce qu'ils n'ont pas prévu la photo. Tu vois. Ils n'ont pas pensé ce qui va arriver. Et ils sont en train de chercher dans le viseur. Et un viseur, si tu vois bien dans le viseur, ben, c'est toujours plus agréable, ça je ne vais pas le nier, mais ça ne reste qu'un outil de vérification. D'ailleurs, les viseurs d'appareils de vidéo, de caméras de vidéo, en télévision par exemple, ben, 3/4 c'est des viseurs en noir et blanc avec simplement des alertes de haute et de basse lumière, tu vois, où est faite la mise au point, du focus picking, truc comme ça. Mais ils n'ont même pas besoin de la couleur, tu vois, parce que c'est justement un outil de vérification et non pas un outil de voir la photo avant qu'elle se fasse. Voilà. Alors, point 5. Alors ça c'est un point, c'est marrant que je le dise moi parce que c'est un truc que je fais pas, mais je le dis quand même. Avec la vie du RAW et du JPEG, on perd énormément d'heures en travaillant en RAW. Alors c'est vrai, en argentique, on perdait énormément de temps aussi en travaillant en laboratoire derrière, mais il n'y a pas trop le choix. Tandis que là, on se rend compte que bien souvent, on fait des photos en RAW alors qu'en JPEG, elles seraient déjà bien. Donc on n'aurait pas tout le temps de développement des RAW à faire derrière et tout ça. Il n'y en aurait pas besoin. Alors moi je travaille toujours en RAW depuis j'ai du numérique. Sauf là sur un Fujifilm, j'ai des simulations de films qui travaillent en JPEG. Mais sinon tu te rends compte que c'est vrai, tu perds énormément de temps. D'ailleurs il y a énormément de photographes de presse ou de sport qui travaillent qu'en JPEG. D'ailleurs l'agence de presse Reuters oblige aux photographes à travailler en JPEG. Ils n'autorisent pas les RAW. C'est pas que tu peux faire les deux. Tu ne travailles qu'en JPEG. Pour gagner du temps, surtout la photo elle est faite, elle doit être correctement exposée et elle se barre directement vers l'agence ou en sport, le mec ne peut pas être en train de perdre des heures à développer des RAW ou en presse, trucs comme ça. Donc c'est normal de travailler en JPEG, ok. Donc si tu as un doute, tu peux toujours travailler en RAW plus JPEG. Donc si le JPEG est pas bon ou tu es un petit peu cramé ou un petit peu trop sombre, bah, tu prends le RAW et tu le sauves. Voilà. Mais souvent on pourrait travailler en JPEG et on s'en rend pas compte. Moi je travaille en RAW, hein, je reconnais, hein. Mais c'est vrai que si tu n'as pas trop le temps de passer autant d'heures sur un ordinateur, tu devrais commencer à t'entraîner à travailler en JPEG et d'exposer correctement et tu gagnerais énormément de temps. Alors le point 6, un autre truc qui fait qu'on perd énormément de temps, c'est quand on est tout le temps en train de vérifier sur l'écran de l'appareil photo la photo qu'on vient de faire. Ça, non seulement tu perds du temps, mais en plus tu perds des photos. Parce que tu es là, tu fais la photo et tu vérifies, et il y a un truc génial qui vient d'arriver, puis tu l'as même pas vu, quoi. Ou tu l'as même pas vu venir, en fait. Et tu as loupé la photo. Tu peux vérifier la première photo que tu viens faire ou la deuxième de ta série.
Mais une fois tu sais que l'exposition elle est bonne, c'est bon, oublie, concentre-toi à cadrer, composer, concentre-toi à faire la photo et oublie ce qui sera à l'écran. Oublie-le, tu te concentres sur la photo et tu oublies l'écran parce que tu perds énormément de photos. D'ailleurs, je vois souvent des gens qui sont en train de faire des portraits et ils font la photo, puis après ils se barrent, ils font un tour, ils regardent l'écran, attends, la première photo peut-être, mais les suivantes tu dois être concentré parce que peut-être qu'à ce moment-là la personne va se relaxer hein, et tu vas faire une photo qui va être super, ou elle va guigner des yeux, tu vas faire une photo qui va être super, et là c'est bon, la mesure de lumière est faite, oublie, concentre-toi sur la photo, là tu as déjà pensé le cadrage, donc tu peux garder l'œil sur le viseur et vérifier, clac, et t'attends le moment, clac, 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 et t'attends le moment, tu vois, donc je pense que être en train de vérifier tout le temps l'écran, ça te fait perdre des photos et ça te fait perdre énormément de temps. D'ailleurs, quand je vois le Fujifilm X Pro 3 qui a un écran que tu dois descendre exprès pour pouvoir voir la photo, ben, ceux qui aiment ça, ils voient aucun problème à ça. Et il y a même Leica qui a sorti un Leica M qui n'a pas d'écran derrière. Donc si tu veux voir tes photos, il faut les télécharger ou connecter par smartphone pour voir les photos. Voilà, tu n'as pas d'écran. Donc tu es vraiment centré. Et aussi, ne pas regarder tout le temps l'écran, ça va t'apprendre à avoir plus de confiance en toi-même et à améliorer ta technique parce que tu vas vraiment apprendre à travailler bien du premier coup sans compter toujours sur ton parachute de vérifier l'écran. Dernier point, 7, il pourrait y en avoir un paquet de plus, mais enfin on va pas passer Noël là-dessus, on fera d'autres trucs avant Noël, ok. Donc voilà, en revenant sur l'écran, tu es au parc, tu as fait des photos de ton gamin, tu es content des photos, le gamin est content, et là tu vas prendre le goûter avec ton gamin. Le gamin est en train de manger son goûter et toi tu es en train de regarder les photos une par une. Tu profites même pas de ton gamin là, tu regardes tes photos. Tu es en voyage, tu fais des photos dans la journée, tu arrives à l'hôtel, le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes toutes les photos que tu as fait dans la journée, hein. Et si tu es accompagné, l'autre personne s'emmerde à côté. Voilà. Oublie. Là tu es en train de goûter avec ton gamin. Est-ce que les photos que tu as fait sur la balançoire avant, tu peux les refaire maintenant là? Si elles sont pas bonnes. Non, c'est trop tard. Tu as pu les vérifier sur l'écran à un moment, après tu as fait le reste de la série, mais oublie, ça n'a plus aucune importance, c'est trop tard. Le soleil s'est couché, qu'est-ce que tu vas faire à 10 h le soir dans ton hôtel si les photos du coucher de soleil sont pas bonnes? Que veux-tu faire? Ressortir le soleil pour refaire le coucher de soleil? Oublie, oublie ton appareil photo. Quand ça sera le moment de les télécharger, les décharger sur ton ordinateur, de les choisir, tout ça, eh bien tu verras. Mais même un pro, sauf s'il doit faire une présélection pour avancer son boulot pour le lendemain, ils ont tendance souvent à laisser l'appareil photo de côté et commencer à vivre, quoi, à vivre. Donc là j'avais vu un mec sur YouTube, il travaillait il faisait la photo de rue énormément et il travaillait en numérique. Eh bien, il est repassé en argentique parce qu'il dit quand j'arrivais à l'hôtel, je passais 3 heures à regarder les photos que j'avais fait dans la journée au lieu de sortir, manger, sentir, voir un resto, voir la rue, voir d'autres trucs que j'avais pas être comme un touriste et profiter de la situation. Bien, je profitais pas. Tandis qu'en argentique, quand je finis la pellicule, je la mets dans la poche et j'oublie jusqu'au moment où il faudra que je la développe. Voilà. Et je vis. Voilà, donc ces avances technologiques nous font perdre énormément de temps. Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je raconte un petit peu donc mon point de vue, comment on pourrait améliorer pour surtout perdre moins de temps au niveau de ne pas louper de photos parce que tu es trop obsédé par une fonction de ton appareil photo qui t'occupe énormément de temps. Alors du temps, ça peut être une milliseconde, hein, mais qui te fait louper des photos souvent. Voilà. Donc merci d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjouveau.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericjouveau.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Amazon et sur Digiphoto France, aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept et de Sandmark, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu devrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.